Donc moi je vais vous présenter l'état, ça va plus être l'état des pratiques. Alors on n'est pas dans des choses aussi avancées que sont ACF au niveau de solidarité internationale. Alors je vais commencer juste par très brièvement une petite présentation de Solidarité Internationale, parce que je suis pas sûr que vous connaissez tous, ça va être très bref. On a deux cœurs de métier, l'accès à l'eau, hygiène, assainissement, donc tout ce qui est la WASH, et tout ce qui est accès à la sécurité alimentaire, moyen d'existence. Donc ça, c'est nos deux cœurs de métier. Après, on va travailler sur tout ce qui est biens de première nécessité, NFI, abri, shelter. Et on couvre un panel d'activités qui va donc de l'urgence classique, on va dire distribution d'eau, distribution de nourriture, à jusqu'à des activités de reconstruction, de développement, des réseaux d'eau, comme a pu présenter le CICR tout à l'heure, ou de l'appui à des groupements agricoles. Donc en chiffres, ça donne à peu près ça, c'est 17 pays d'intervention, donc nous on a un siège, on est une ONG française uniquement à Paris, à peu près entre 50, 55 et 60 millions de budget, à peu près 2000 salariés, voilà, c'est pour vous donner grosso modo une idée. Alors, quel usage nous on voit du SIG ou de la cartographie au sein de Solidarité Internationale? On en voit à peu près 5. La première chose, c'est que pour certains projets très techniques, on n'a pas le choix, on a besoin de SIG. Quand on veut mettre en place un réseau d'eau dans une ville du Congo, on a besoin de mettre en place un SIG parce que pour poser des tuyaux, on a besoin d'une cartographie précise avec du dénivelé, avec l'emplacement des points d'eau, etc. Quand on travaille sur de la planification urbaine en Haïti, on a aussi besoin d'avoir des cartographies précises, où sont les camps, où sont les zones détruites, etc. Et pareil, si par exemple on travaille en Afghanistan sur la compréhension des sols, donc dans un projet de régénération des pâturages, on a besoin d'avoir des outils spécifiques, et donc dans ce cadre-là, l'usage du SIG de la cartographie se pose pas vraiment. Après, ça reste aussi un outil qui me semble essentiel d'aide à des décisions. Et il n'y a pas beaucoup de débats au sein de Solidarité Internationale. Je pense qu'on est tous convaincus de l'utilité d'avoir une carte. On dit souvent qu'une carte, ça parle bien mieux qu'un long discours. Que ce soit pour de la gestion de la sécurité, mettre des points où sont les incidents de sécurité, leur niveau, etc. C'est génial. Quand on travaille dans la logistique, quand on veut planifier son transport, les ponts cassés, telle route est fermée en saison des pluies, ouverte en saison sèche, etc. C'est un outil très pratique. Quand on veut voir comment on se répartisse nos actions, est-ce qu'on délaisse certaines zones, est-ce qu'on se coordonne mal avec les collègues, etc. C'est encore là un outil, un très bon support. Quand on va travailler dans les gestions de camps aussi, par exemple, voir où sont les points d'eau de distribution, quand on compare par rapport à l'emplacement des tentes, c'est encore un outil très très efficace. Dans la même idée, c'est aussi un outil très pratique de communication interne. Quand on fait des briefings, quand on arrive sur une mission, ou au départ, la carte, ça parle beaucoup plus, encore une fois, qu'un long discours, et c'est pareil quand on échange entre une base de coordination et le siège en France, on a au moins 3, voire des fois 4 échelons de communication. Si on s'échange une petite carte entre nous, souvent ça résume 3 pages de rapport. Après, c'est aussi un super outil de communication externe, évidemment, que ce soit pour des rapports bailleurs ou pour du grand public, c'est très pratique. Et après, il y a une fonction, de capitalisation. On peut très bien imaginer des bases de données, des ouvrages, ou des bases de données des projets. C'est un usage du SIG qu'on voit très très intéressant d'avoir, par exemple, tous les puits qu'on a pu faire, parce que souvent on réintervient, malheureusement dans les pays, on reste plusieurs années, et du coup on a une perte de données, on a une perte de connaissances généralement, et si on avait une base où on disait on est déjà intervenu sur tel puits, en 2006 on avait mis une pompe de telle marque avec un puits de telle profondeur, etc., ça serait génial. Alors je dis potentiel parce que ça, autant les autres usages on les utilise, autant celui-ci, Solidarité Internationale, on est encore loin, mais c'est ce sur quoi on aimerait un jour aboutir. Alors, du coup, là, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Alors déjà, les projets les plus complexes, donc comme je vous ai parlé par exemple un réseau d'eau, on va produire des cartes comme ça, voilà, donc ça c'est le réseau d'eau de Beni ou de Kalemi, au Congo. On va produire des cartes, mais alors c'est des projets qui sont limités dans le temps, qui sont vraiment dédiés à un projet, c'est-à-dire que souvent on va faire appel soit à un bureau d'études sur place d'un pays national, ou ce genre de choses, qui va nous produire les cartes. Et c'est limité dans le temps et dans l'espace. On va essayer de capitaliser dessus, mais ça n'a pas un objectif de réplication, c'est pas au niveau de l'organisation, c'est vraiment dédié à un projet particulier. On va essayer de nouer des partenariats. Alors la plupart du temps, c'est des partenariats qui se font au niveau du terrain, donc entre deux ONG qui sont présentes sur le terrain, avec des acteurs spécialisés. Donc ça peut être carte ONG, ceux qui on est, mais on a travaillé par exemple avec IMAP. Non, ça veut pas. Si, voilà. Avec IMAP en Afghanistan sur des programmes d'urgence. Donc voilà, IMAP va réaliser des cartes pour nous parce qu'on n'a pas la compétence en interne. Ça peut également être avec la Fondation d'architectes de l'urgence. Ça, c'est une carte d'Haïti sur un quartier sur lequel on travaille en reconstruction. Donc voilà, ça c'est une autre possibilité qu'on essaie de développer de plus en plus.
Ce qu'on fait aussi, c'est que, alors ça c'est au niveau du terrain, au niveau du siège, on va de temps en temps faire appel à des supports externes pour nous aider à voir qu'est-ce qui pourrait nous intéresser nous en tant que structure. Alors, pour une organisation comme Solidarité Internationale, le milieu de la cartographie du ICG évolue très vite. Il y aura du mal vraiment à suivre. Hein, pour être honnête, il y a tellement d'outils de web mapping, d'outils de desktop que on est un peu perdu, et donc du coup on fait de temps en temps appel, comme on a pu faire appel à Clotilde. Alors souvent c'est la première fois que c'était une mission dédiée sur du SIG, où il y a quelqu'un qui a travaillé 6 mois dessus pour nous aider à clarifier un peu sur quoi on devait regarder, sur quoi on devait travailler, etc. Avant c'était plus une part d'un profil de poste. Et donc concrètement au quotidien on va travailler sur des outils que je vais appeler simplifiés de cartographie. Je pense que si un vrai cartographe, c'est pas de la cartographie même pour lui, et c'est encore moins du SIG. Voilà, on va utiliser des GPS, mais alors pour tracer des petits points, etc., des petites cartes, il n'y a pas de procédure formalisée là-dedans. On va utiliser Google Earth, alors là, énormément, parce que c'est très intuitif à prendre en main, n'importe qui est un peu capable de faire ça, donc ça on l'utilise pas mal pour la sécurité, voir des actions, voilà, on met des petits points d'intérêt et on a directement un résultat. Et au Congo, on va utiliser des logiciels type Activity Info qui ont une base de données cartographiques en lien avec certains programmes, notamment avec l'UNICEF. Mais grosso modo, on n'a pas dans nos équipes de personnes, on n'a pas de géomaticiens, ni au siège ni sur le terrain, qui ont vraiment cette fonction-là. Il arrive de plus en plus que certaines personnes ont ce profil-là, on va des fois le rechercher, mais c'est jamais la compétence principale. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous les projets de cartographie SIG sont gérés directement par le terrain, il n'y a pas de cellule qui s'occupe de SIG au siège. Alors moi, je suis en charge, on va dire, ça va être 10% de mon temps. Je suis pas géomaticien, je suis géographe de formation, mais je vais essayer de conseiller, a priori, d'après justement des travaux comme ceux qu'on peut faire Clotilde, etc., d'essayer d'orienter le terrain vers certaines solutions, d'essayer de pas être un frein, d'essayer de pas être trop normatif, mais voilà, c'est pas du tout, on n'a pas une vision protocolaire, structurée, etc. Alors pourquoi on n'a pas de cellule SIG à Sol, pourtant qui est Solidarité Internationale, qui est une organisation quand même assez importante. Alors principalement difficulté de financement, hein. Je pense que c'est un peu partout pareil, mais il faut faire des choix, et encore plus à l'heure actuelle, le SIG n'est pas forcément la priorité. Alors pourquoi c'est pas la priorité? Je pense que la principale raison, c'est parce que la plupart de nos activités peuvent se faire sans un SIG. Je pense que j'irais jusqu'à dire qu'au moins 80% de nos activités ne nécessitent vraiment pas de SIG. Faire des puits, des latrines, faire des distributions de nourriture, de cash, ça ne nécessite pas d'un SIG. Alors quand je dis ça ne nécessite pas, ça ne veut pas dire que si on avait un, on pourrait le faire mieux, on pourrait capitaliser, etc. Mais de manière opérationnelle dans tous les jours, on peut s'en passer. On peut s'en passer, mais on ne peut pas se passer de carte. Ça, je pense que c'est... Enfin moi, par exemple, quand je vais sur le terrain, des équipes qui travaillent sans carte travaillent la plupart du temps mal. On a toujours besoin d'un support, surtout quand on travaille sur des zones de distance. Mais on va se débrouiller de cette manière-là, par exemple. Alors ça, je pense que c'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver, c'est une carte de diagnostic, alors zonage de livelihood, très simple, fait à la main. Donc voilà, donc ce qu'on va rechercher, ça va être des choses très basiques de ce type-là. On va avoir des choses, voilà, alors ça c'est une carte faite sous Power, c'est ce que les équipes vont développer parce qu'elles vont rechercher l'efficacité, parce que ça finalement, on a les points qu'on veut, ça représente la donnée qu'on veut, et on va pas chercher plus loin. Et alors un peu plus, voilà, bon ça c'est un usage de Google Earth qui est aussi relativement basique. En fait, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment sur un instant donné, ça va être de l'efficacité rapide, du quick and dirty, quoi. Pour être vraiment en recherche de personnalité. C'est vraiment ça ce qu'on va essayer de regarder. Après, c'est vrai qu'aussi il y a de plus en plus de contenu externe de qualité. On a de moins en moins de problèmes à trouver de la donnée. On a par exemple au niveau logistique, le site du Cluster Log offre de la donnée relativement presque en temps réel de qualité sur des ponts cassés, etc. Donc pourquoi s'embêter à cartographier cette donnée si elle existe déjà? On va avoir des sites comme Relief Web, bon, alors ça va plus être des cartes de PDF, mais par exemple si on est sur un pays comme le Congo, il y a des cartes qui existent au niveau national aussi, et dans de plus en plus de pays on intervient. Alors il n'y a pas toujours des agences nationales de cartographie, mais il y a des projets qui se mettent en place structurés. Et c'est aussi parce qu'il y a des partenariats qui sont possibles avec des ONG que ça va pas forcément apparaître comme la priorité au sein de l'organisation. Alors tout ça, ça pose des limites dont on est bien conscient, hein, c'est-à-dire que les projets SIG ont une faible durabilité, on n'a pas de possibilité de... Voilà, tout ce qui est l'apport d'un SIG de requêter, de croiser des données, de faire de l'analyse, on ne peut pas le faire avec ce système de petites cartes à la main, etc. Et on peut encore moins développer des bases de données d'activité où il faudrait normer les métadonnées, etc. pour avoir quelque chose de vraiment durable et de solide pour toute l'organisation. Alors, comment est-ce qu'on voit un peu la suite? Alors c'est pas forcément sur le long terme, hein, les choses peuvent, vu que le milieu en plus évolue très rapidement techniquement, mais les idées sur quoi on travaille, c'est vraiment privilégier tout ce qui va être faire des solutions libres,
privilégier le libre ou gratuit. Donc ça va être l'usage de QGIS, de Google Earth, d'essayer d'obtenir des images satellites en urgence, ce genre de choses. On va, voilà, ce que je vous disais, privilégier l'outil simple et efficace. C'est vraiment, je pense que qu'on va regarder, c'est qu'on a peu de temps de formation, on a des préparations au départ pour les expatriés, mais on leur bourre déjà tellement le crâne d'informations que former à utiliser un GPS c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Donc voilà, donc ça va être plus de l'usage de Google Earth, qui est vraiment clé en main. On regarde par exemple des solutions type AgvoFlow, qui sont en cours de développement encore, mais qui permettent par exemple de mapper des points d'eau assez facilement, intuitivement, avec des applications mobiles. On va essayer aussi d'inciter les équipes sur le terrain à faire des partenariats, c'est-à-dire par exemple avoir le réflexe de mettre dans peut-être un budget dédié, quand on veut travailler sur Haïti, faut mettre un budget pour avoir de la carte. Et si on travaille en termes de formation, on va vraiment travailler sur les équipes nationales parce que c'est celles qui restent le plus, qu'il faut former. Donc ça va être former les MNI officers, les data officers, etc., qui sont sur le terrain, qui eux restent sur plusieurs années comparé aux expatriés, qui sont en mesure de mener sur le long terme des projets. Et après, on va aussi s'impliquer on va essayer de s'impliquer dans des projets de plus long terme. Alors comme Sigma, on en parlera sur une prochaine table ronde, mais qui ont, alors, pas encore maintenant, mais à terme, un volet SIG prévu où ça sera possible de capitaliser les informations projet. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Allez. Je trouvais que c'était... Je vais essayer de prolonger un peu la question, le sujet, brillamment présenté. Donc on voit bien ici une organisation qui a conscience de l'intérêt du SIG, mais qui a du mal encore à l'intégrer complètement dans son organigramme, je dirais. Mais à ce moment-là, on fait appel à des spécialistes, on voit que la notion de SIG, elle est quand même bien prégnante dans tous vos projets, en fait. C'est pas quelque chose que vous avez oublié, voilà. Donc, il reste encore un pas à franchir, peut-être qu'il sera franchi dans quelques années, ou avec des outils. On voit aussi que le personnel, finalement, il a de plus en plus de facilité à utiliser les outils, parce que prendre en main QGIS, il y a quelques années, ça ressemble, c'était pas évident. On voit que peut-être les gens qui travaillent pour vous sont mieux formés. Peut-être qu'ils sortent des études avec des notions de SIG qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous arrivez à vous dépatouiller, c'est un mot un peu vulgaire, mais entre guillemets, à se débrouiller sur le terrain pour faire, j'ai retenu aussi un mot important, c'est l'opérationnalité de la carte eau. Alors, la carte eau, c'est opérationnel à un moment donné. Faut peut-être pas chercher à faire la quintessence de la plus belle carte que l'on pourrait faire de la synthèse de la situation à ce moment-là. Mais c'est vrai que l'opérationnalité, c'est assez important pour vendre son SIG. Donc, si personne n'a une question encore, si. Il y a un micro, il y avait un micro. Il est parti à la régie. Oui, sinon parle fort. Yann Revoix du CICR. C'est vrai que il y a 6 ans, en fait, lors du premier JONG, effectivement, il y avait eu ces questions justement de comment convaincre nos décideurs. Et effectivement, on avait déjà eu l'intervention de Pierre Gaillard à l'époque. Et je trouve que c'est assez intéressant et assez révélateur justement des ONG francophones, qui est un petit peu anglo-saxonne, que de nouveau on a cette culture de réflexion, mais on n'arrive pas à faire le pas, en fait, et à allouer des moyens. Quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, justement avec Manuel et vous nous aviez recommandé un petit peu de voir comment on arrivait à convaincre justement sur la notion de retour sur investissement. En gros, c'était la valeur clé de cette analyse. Est-ce que c'est des choses que vous avez essayé de mettre en œuvre un petit peu au sein de Solidarité On n'est pas allé jusque-là, on n'est pas allé sur des calculs de retour d'investissement, et je pense que on voit, l'ensemble des décideurs voient l'intérêt parce que on l'utilise de plus en plus. Après, c'est de se dire, est-ce qu'il y a besoin d'investir dans un système parce que mettre en place un vrai SIG au niveau d'une organisation, ça demande pas forcément, je pense, c'est pas le temps au niveau matériel, ça va être aussi au niveau humain, le temps d'organiser cette information, etc. Et ça prend du temps. Et pour l'instant, vu que on arrive à se débrouiller en fait de manière, c'est clairement c'est du bricolage, on se dépatouille, tant que ce dépatouillage est encore possible, et on a l'impression que ça va être encore de plus en plus possible, avec des solutions qui se développent de plus en plus, donc c'est vrai que du coup, entre deux priorités, parce que il faut arbitrer, de toute façon, quand on fait un investissement, le SIG va pas forcément prendre la tête de cet arbitrage-là. Ouais. Et alors, l'esprit qui va répondre. C'est crucial ce que vous dites.
C'est vraiment crucial. Et en fait, GeoNG et CartoNG, donc l'organisation et la conférence, font la promotion de l'information géographique. Je comprends très bien du coup la question de Yann. C'est vraiment crucial. Donc, chez vous, donc, il y aurait un investissement à faire pour des ressources en interne ou en externe, demander à des consultants externes de vous aider. Il y aurait des investissements, je dirais, pécuniaires à faire pour l'acquisition de technologies, qu'elles soient libres ou non, elle a toujours un coût. Et il y aurait également pour vous la nécessité, disons, de rentrer, de démontrer, comme le disait justement, je crois, Yann, de démontrer aux personnes de votre organisation qui tiennent les cordons de la bourse, si j'ose dire, que l'information géographique, bien appliquée, a un retour, non pas sur investissement, parce que là on est dans le business, mais un retour sur bénéfice pour les populations qu'on va aider dans nos activités. Donc est-ce que finalement la démonstration qu'il y a un retour sur bénéfice, c'est-à-dire que ce qui est investi par rapport à ce qui nous revient est moindre, est-ce que vous avez déjà fait cette démarche? C'est quand vous dites ah mais il y a toujours d'autres priorités, parce que ça on l'a toujours entendu, ça fait des années, bien sûr, mais en fait je crois que l'essentiel c'est de pouvoir démontrer de manière, je dirais, scientifique que sur cette activité il y a un réel retour sur bénéfice. Je pense que démontrer le retour sur bénéfice, c'est pas ça qui est compliqué. Je pense qu'on est tous convaincus, par exemple, une base de données où on aurait tous les ouvrages HEA, tout le monde en rêve. Je pense que c'est valable pour toutes les ONG. C'est un peu un rêve. Après, c'est dès qu'on commence à réfléchir à comment le mettre en œuvre, on se rend compte de la complexité et on se rend compte que ça va être un projet de longue haleine. Ça veut dire qu'il va falloir des financements sur plusieurs années, etc. Ça veut dire qu'il va falloir maintenir un poste à temps complet, par exemple, au siège, à plusieurs organisations. Et là, du coup, c'est un pas à franchir qui se fait pas encore, qui sera sans doute plus tard, et je pense que c'est aussi cette démocratisation de plus en plus, par des solutions qu'on trouve n'importe où maintenant, qui fait que on se dit que plus tard, peut-être, pourquoi investir maintenant si dans 2 ans, finalement, on arrivera peut-être à faire ce qu'on voulait faire maintenant de manière plus simple. Il y a aussi, je pense, cet aller-retour constant entre une évolution extrêmement rapide, parce qu'il y a vraiment énormément de solutions qui existent, qui se développent de plus en plus, et le fait d'investir vraiment des longues ressources dessus. Je pense que vraiment convaincre, c'est pas de l'utilité, de la pertinence, etc. Je pense que maintenant c'est quelque chose qui est dans les têtes de tout le monde. On voit, des usages que peuvent faire le CICR. C'est des choses qui tournent dans les ONG, mais on va pas encore aller jusque là. Mais c'est aussi parce que on a besoin que ça soit lié au concret. Pour que ça marche, il faut que ça soit opérationnel. Donc, pour qu'on adhère, la question se pose même pas, par exemple, pour un système d'adduction en eau. On va utiliser un SIG. Mais de là à faire l'échelle au niveau organisationnel, pas encore. Je sais pas si c'est vrai. Je vais juste ajouter, au niveau d'ACF, on se retrouve confronté à la même problématique, et je pense que l'élément qui nous a permis d'avancer un tout petit peu, mais sans pouvoir toutefois créer un poste SIG à part entière et créer même un SIG au sein de l'organisation, c'est pas le cas. Ça a été le système que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça a eu un impact au niveau interne et au niveau des bailleurs et au niveau des organisations avec lesquelles on travaille au niveau du Sahel, assez important pour démontrer l'intérêt de certaines applications. Et finalement, c'était la locomotive qui nous a permis déjà que je puisse dédier une partie de mon temps au SIG en support aux différentes missions. Donc on n'est pas beaucoup plus avancé que Solidarité à ce niveau-là, mais bon, voilà. Je pense que il y a un aspect aussi à prendre en compte, c'est la valeur ajoutée. Effectivement, il y a beaucoup de structures qui produisent de la donnée et de la cartographie, comme l'a évoqué Edmond, et pourquoi nous on devrait produire, et justement le système que je vous ai présenté démontre que à ce niveau-là on a cette analyse. On peut produire des cartes qui couplées à notre travail terrain nous permet d'avoir une analyse de la vulnérabilité des populations et de produire quelque chose de valeur aux yeux des autres organisations, donc quelque chose qui n'existait pas. Donc ce point de la valeur ajoutée est important à mon sens.
Encore une question. Juste un commentaire par rapport au mot investissement. Quand vous faites vos recherches, vos opérations sur le terrain, vous engagez des ressources locales, des gens qui sont experts sur le terrain. Donc, si vous êtes au Kenya, j'espère que vous embauchez quelqu'un spécialiste en SIG du Kenya, donc de la capacité locale. Ça, c'est une des points principaux, je dirais, dans une phase d'investissement opérationnel du SIG. Si on travaille sur le terrain, ça veut dire on base nos activités de SIG in order to involve people in the field, the capacity in the field. They are not only experts because they have capacity in their local universities, they have curricula in their own university about GIS, but they also have the local knowledge, something that us in HQ or in Geneva, in Chambéry, in Paris, we don't have. And it's something that it will last over time. And this is something also that is on the line of donors at the moment. They are reluctant to fund projects that are only centrally located, like in Geneva, Paris, Rome, and they're HQ based, but they want to fund projects that are run locally. So GIS is also a system through NGOs, through companies, to provoke local capacity to grow and to create business, because those countries need business as well. Merci pour votre vision. On va poursuivre avec Clotilde. Voilà, alors moi j'ai pas de présentation, je voulais un peu voir ce qui allait être dit avant de parler pour pas trop me répéter, et j'ai bien fait parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je pense que je vais être assez courte dans ma présentation. Quand j'ai travaillé donc pour Solidarité donc l'année passée sur ce point, de manière très générale, il y a plusieurs choses qui m'ont que j'ai observé, parce que j'ai interviewé beaucoup d'ONG, aussi bien des personnes qui étaient sur le terrain, qui voulaient des SIG, des personnes au siège qui voulaient aussi un SIG, des personnes qui travaillaient en collaboration avec eux, etc. J'ai beaucoup entendu le mot SIG, donc au début j'étais toute contente, je suis géomaticienne de formation, je trouvais ça génial, tout le monde s'intéresse au SIG. Je me suis rendu compte en creusant que c'est pas si évident que ça de connaître vraiment la définition du SIG. Beaucoup de personnes travaillant dans le milieu humanitaire mélangent un peu cartographie, dessin, et de moi on a parlé, et SIG. Donc peut-être si certaines infrastructures ont peur quand on parle des SIG, on leur explique des analyses spatiales, des données, des bases de données, des machins, ils font là, ouf. Ok, c'est pas pour nous. Il y a des cartes qui peuvent être faites de manière très simple, par du dessin ou avec des géoréférencements sur certaines plateformes. Donc déjà, analyser ses besoins juste là-dessus, c'est déjà un premier pas qui est assez important, je trouve, et de se dire qu'il y a des solutions très simples à des besoins plus simples, qu'il ne faut pas automatiquement faire du SIG pour être une ONG à la mode qui suit le pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, on en a parlé, c'était le fait de évidemment mettre du budget, le mettre en priorité. Bon, ça, on en a parlé. C'est clair qu'avoir une personne professionnelle dans le domaine, c'est plus facile pour analyser les besoins, analyser les données, prendre des conseils sur la qualité de la collecte des données, sur les productions cartographiques. Souvent, quand on le fait vite, de manière brouillon, finalement, on n'est pas content des résultats et on se dit finalement ça nous prend trop de temps. On passe à autre chose et on reste avec les outils qu'on utilisait auparavant. C'est moins une perte de temps et une perte d'argent. Donc, mais bon, ça on en a parlé, donc c'est la première chose. Après, il y a un autre point sur lequel je trouvais que c'était assez intéressant, c'est le fait de partir d'initiatives très, très précises sur le terrain
que ça remonte au siège et qu'avec ça, on le reproduise par exemple sur une autre mission, sur un autre projet, etc. Et qu'au fur et à mesure, on arrive à pouvoir développer un peu des normes, un peu des standards au sein d'une infrastructure et pas directement se dire ok, on veut faire du SIG, on veut standardiser, on veut faire un truc top, parce que ça c'est vraiment un chantier, mais impossible en tout cas quand on n'a pas de spécialiste, et puis déjà même de commencer directement en construction des bases de données, c'est un travail immense. Surtout au sein de plusieurs pays, plusieurs projets avec des thématiques différentes, avec des données différentes, etc. Donc, je pense que c'est très simple partir d'un petit projet avec des gens qui ont des compétences sur le terrain, le chef de mission ou des GIS officers comme ils appellent, et puis à partir de ça commencer à grandir. Ça, ce serait déjà un très bon point et pourrait vous positiver un peu vous positiver dans le domaine. Après, il y a des conseils plus techniques, mais bon, je pense que c'était plutôt, fallait rester plutôt général, donc voilà, je sais pas. Si tu as des conseils techniques, on peut déjà en parler sommairement. Je pense que les gens qui sont ici sont pas là pour le technique, plus pour l'organisationnel, mais si tu as des idées ou des... Disons qu'il y avait deux choses que des ONG au siège peuvent faire comme erreur en voulant utiliser les informations cartographiques, en voulant conseiller leur mission. Parfois, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont très rétrogrades, qu'il y a des gens sur le terrain qui ont peut-être plus de compétences qu'elles, parce qu'on l'a vu au sein de certaines ONG, presque la plupart, il n'y a pas vraiment de personnes compétentes, de géomaticiens purs et durs au siège. Et donc, si une personne sur le terrain a des compétences et qu'elle reçoit des conseils d'une personne qui en a moins, mais qui a une vision plus globale, parfois c'est un peu rétrograde et parfois ils sont un peu coincés. Donc du coup, ils se disent bon... tant pis pour les conseils du siège, on fait notre petite affaire, notre petit projet, et du coup il n'y a pas de capitalisation, il n'y a pas de remontée au siège. C'est un peu une perte, quoi. C'est dommage. Donc si les personnes au siège peuvent parfois rester un peu ouvertes. Donc voilà, ça c'était une chose à faire attention. Et aussi au conseil minimaliste. Donc par exemple se dire on va faire très simple parce qu'on veut très simple, sans penser un peu long terme ou donc par exemple prendre un outil Google Earth qui est c'est clair, très intuitif, hyper facile à utiliser, mais impossible de faire des productions cartographiques qui ressemblent à quelque chose et de faire du SIG aussi. Bon, il y a moyen de transférer les données, tout ça, mais c'est, disons que pour le second pas, c'est assez compliqué. Donc des fois, réfléchir aussi là-dessus, de se dire bon, ben si on veut rester là-dessus sur le long terme, un truc simple, c'est parfait. Si on se dit non, on veut avancer, parfois avoir une réflexion au préalable est aussi intéressante. Et donc, oui, voilà, je sais pas s'il y a des questions. Ouais, je pense qu'en fait, pour conclure un peu ton propos, je pense qu'il faut arriver à doser quand même l'injection de SIG dans vos organisations, c'est-à-dire faut arriver à doser le SIG, à savoir ce qu'on veut faire avec, donc bien analyser les besoins, arriver derrière à produire un projet qui soit pas forcément trop coûteux, mais c'est pas forcément le coût, c'est compliqué aussi à mesurer. Hein. Dans le retour sur investissement, je sais pas. On en parle, il y a eu des formations chez Esri. Je sais pas si vraiment il y a des structures qui ont installé un SIG, ont vraiment calculé ce que leur apportait leur SIG. Ça a dû se faire, bon. À voir, pourquoi pas faire une session la prochaine fois avec des gens qui ont vraiment analysé leur SIG, fait un retour sur investissement pour nous dire voilà vraiment ce que ça me rapporte, je sais pas, par an, tous les 2 ans, tous les 6 mois, et pourquoi maintenant, je sais pas, pendant 3 ans ça nous a coûté de l'argent, mais depuis 2 ans on a quelque chose qui prend forme, on se rend compte qu'on est très performant, qu'on arrive à monter des analyses, on arrive à avoir un infocentre, etc., parce que maintenant c'est aussi la tendance, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas encore quelque chose. Enfin, je sais pas. J'ai pas vu quelqu'un qui m'a dit mon SIG, moi, il m'a fait gagner 100 000 euros, quoi. Enfin, mais c'est pas là que ça va venir. Donc, à moins que quelqu'un veuille encore poser une question avant le mot logistique. Merci. Moi, c'était juste une petite remarque en fait par rapport au SIG, à la mise en place d'un SIG dans une ONG.
J'ai travaillé chez ACF un petit moment et je vois finalement ACF c'est une grosse organisation avec 5 sièges, un truc assez important. Et j'ai repris cette année des études en licence professionnelle système d'information géographique et je me suis renseigné par rapport au premier pas du SIG chez ACF et en fait ça date de 1998. Et du coup, je me dis que c'est quand même un peu sidérant de voir la lenteur du process pour que ça finisse, on finisse par aboutir à un SIG du coup assez tardivement. Il y a combien de temps du côté de Madrid et pour l'étendre à tout le réseau, c'est pas non plus super évident. Et donc, je pense qu'il y a aussi un problème de turnover important des gens et sur le terrain et au siège et qui aide pas beaucoup. C'est vrai que le turnover, c'est un gros problème dans les SIG, puisqu'il faut que nos méthodes soient pérennisées. Et forcément, si les gens viennent là, sont stagiaires ou font, je dirais, un one-shot sur un projet et puis s'en vont, au bout d'un moment, le SIG, il stagne un peu quand même. Et puis en plus, il n'est pas vraiment organisé. Alors celui qui vient après, il met encore 2 fois plus de temps pour s'y remettre parce qu'il comprend pas ce qu'a fait l'autre d'avant il y a 6 mois. Donc c'est vrai que c'est pas évident tout ça. Juste pour rebondir là-dessus, quand j'ai fait un peu mes enquêtes, je me suis rendu compte que les ONG aiment beaucoup à la débrouille. Elles aiment beaucoup essayer de se démerder avec ce qu'elles ont et là-dessus c'est là-dessus que ça prend un temps fou à faire un truc qui est stable, qui est efficace parce que on met les budgets qu'on a, pour certaines c'est pas beaucoup, on fait à la débrouille et puis quelqu'un part et puis et c'est vraiment ce pas qui ne se franchit pas de dédier quelqu'un à temps plein et de manière compétente qui pourrait vraiment les aider à avancer quoi. Et je pense que quand j'ai travaillé chez Solidarité, il y a eu des bonnes discussions là-dessus et il y a eu des choses aussi qui se sont comprises, mais c'est vrai que voilà, il y a ce problème de budget et c'est ça qui fait durer le processus. Donc, je remarque en fait essentiellement, j'aimerais parce que tout à l'heure tu as posé des questions, mais tu n'as pas vraiment posé jusqu'au bout. Et il y a peut-être dans cette salle une ou 2 organisations qui pourraient témoigner. Oui. Bon, ce matin on a eu René Zamli déjà qui a expliqué donc plutôt lié à l'implémentation aux tests disons de Duty Cloud. Mais là on a Yann qui pourrait peut-être ou peut-être d'autres personnes qui pourraient venir en 2 mots nous dire en quoi est-ce que finalement l'investissement qu'ils ont consenti dans les outils SIG, dans les ressources SIG, donc y compris employés du personnel spécialisé, et en quoi est-ce qu'aujourd'hui, 3, 5, 10 ans plus tard, comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui démontrer que cet investissement a eu un retour sur investissement, donc en fait se baser sur l'expérience des autres. La remarque est finalement assez simple, on parle de SIG, ça veut dire système d'information géographique. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres terminologies. Néogéographie, géoinformatique, cartographie assistée par ordinateur, etc. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de SIG ? On parle de SIG parce qu'on parle d'un système. Et quand on parle d'un système, c'est qu'on prétend être capable, quand on parle d'un système, on prétend être capable de proposer une solution à une organisation qui pourrait inscrire dans ce système ses propres processus, par exemple. Parce que je connais un petit peu le projet d'Action contre la faim, puisque je connais mes collègues à Madrid qui vous ont fourni certaines licences, et je me dis, mais finalement, c'est un petit peu simplificateur que de dire... bah oui, moi je me contente finalement de mettre une punaise dans un Bing ou un Google et puis voilà, on est content. Non, il y a tout l'aspect justement du système. Qui va t'en servir, hein? Il y a une partie mobile d'observation sur le terrain. Vous aviez un 4x4 là, avec une très belle antenne à la fin de votre présentation. Vous étiez donc sur le terrain, vous avez observé, comme tous les géographes font. Vous avez observé, ensuite vous avez décrit vos observations dans un système, pour qu'après d'autres puissent les reprendre, les partager, les analyser, produire des cartes, les conserver année après année pour pouvoir ensuite comparer l'état actuel avec l'état passé et prévoir en quelque sorte l'avenir. C'est ça finalement notre science, c'est la géographie. Donc je voudrais vraiment mettre en opposition vraiment le système d'information. Souvent les gens me demandent pourquoi vous appelez ça un SIG, on ne pourrait pas appeler ça finalement de la géoinformatique. Non. Il s'agit bel et bien d'un système
dans lequel on peut inscrire ces processus, hein, et donc mettre en opposition ce système riche sur lequel on peut, une fois qu'on a fait le travail de spécifier les besoins qu'on a, parce que souvent les gens démarrent, je veux faire du SIG, mais t'as spécifié sur notre non, je sais pas, mais finalement j'ai besoin d'une carte. Non, commencez par spécifier les besoins, les inscrire, expliquer ou extriquer les processus, et ensuite les inscrire dans un système pour qu'ensuite ce système puisse nous aider, mois après mois, année après année, à prendre de meilleures décisions. C'est ça le retour sur bénéfice, et non pas le retour sur investissement dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il y a un bénéfice pour l'organisation, et il y a un bénéfice pour les populations et les personnes qu'on veut aider.